Salut la communauté. Alors aujourd'hui, un format auquel vous n'êtes pas habitués et nous non plus. Aujourd'hui, on va accueillir Valentin. Salut les gars. Salut Valentin. Salut Ça Valentin. va? Ça va pas mal. Alors, avant de parler de ton projet un peu dingue, on va te laisser te présenter. Donc effectivement, je suis Valentin, j'ai 27 ans, je suis chartrain d'origine. Et ce qui nous amène aujourd'hui, finalement, c'est le sujet de l'ultra-distance, qui est une pratique que j'ai commencé à pratiquer il y a près de 2 ans, lorsque je suis venu vous voir la première fois. Ok, alors certains te connaissent un petit peu sur Chartres pour t'avoir croisé avec un équipement un peu particulier lors des foulées de la cathédrale. Je vais te laisser t'expliquer un petit peu sur ce choix, ce qui va indirectement nous permettre de faire un lien avec ton projet. Effectivement, donc lorsque j'ai eu le souhait de participer à cette course, l'idée c'était aussi de fédérer les gens autour d'un projet que je compte réaliser cet été, dans quelques jours. Et j'ai participé à cette course en fixant une roue de vélo sur le dos. Et c'était pour attirer le regard des gens et leur curiosité sur mon projet de cet été, qui est donc de traverser la France à vélo pour la 3e fois. Cette fois-ci, je vais réaliser une traversée de la France en diagonale, en partant du Cap de la Hague, dans la Manche, jusqu'à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Et ce parcours de 1250 km, il va servir à aider la Fédération Enfant Cancer Santé, qui est une association reconnue d'utilité publique et qui agit dans le cadre de la prévention du cancer pédiatrique, dans le financement de la recherche fondamentale et aussi dans l'accompagnement des enfants et des familles qui sont touchés par la maladie. Et à travers cette expérience, j'ai créé une cagnotte qui sera entièrement reversée à la fédération en fin d'aventure. Alors, qu'est-ce qui justifie que tu traverses la France comme ça en diagonale? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu as déjà testé d'autres formats? Alors effectivement, j'ai déjà traversé la France à vélo par 2 fois. La première fois en 2022 du nord au sud, en partant de la commune la plus au nord et en atteignant la commune la plus au sud. J'ai réitéré l'expérience l'année dernière en 2023 en traversant la France d'est en ouest. Et cette fois-ci, j'ai envie de la traverser en travers, donc en faisant une diagonale. Donc évidemment, avec toutes ces expériences, le matériel a évolué, l'entraînement a évolué. Donc tout ça, ça permet d'affiner un petit peu Ouais, donc on constate effectivement que tu as déjà une belle expérience pour te lancer dans ce projet. Comment tu t'es préparé cette fois-ci? Est-ce que tu as suivi un programme ou est-ce que tu as fait ça un petit peu au feeling? Alors j'ai commencé ma préparation il y a à peu près 3 mois, tout simplement en commençant à avaler des kilomètres pour préparer le corps à la longue distance, voir comment gérer l'alimentation, la gestion de l'énergie, la gestion de l'effort. Et ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai essentiellement fait de la longue distance en faisant 200 km, 300 km pour tester les limites et voir comment le corps réagit. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le matériel que tu vas utiliser, Ouais, s'il y a des particularités, si tu l'as fait évoluer au cours avec ton expérience? Effectivement, donc ce vélo avec lequel je vais faire la traversée, c'est un gravel bike, précisément de la marque Bergamon, Grandurance 6. Et ce vélo, je l'ai fait évoluer au fur et à mesure des expériences. Évidemment, ce que j'ai emmené sur la première traversée n'est pas du tout la même chose que ce qui va être emmené là pour la 3e traversée. Typiquement, cette année, je ne vais pas emmener la tente, donc ça induit du coup de faire du bivouac un petit peu comme ça à la belle étoile. Et puis également, il a nécessité, j'ai dû revoir tout ce qui concerne la bagagerie, donc j'ai enlevé des vêtements, j'ai enlevé du matériel au fur et à mesure que la confiance venait sur les différentes expériences. Et donc voilà, le vélo a évolué au fil du temps. Alors Valentin, tu me disais tout à l'heure que tu avais donc supprimé la tente pour gagner un petit peu en poids. C'est ça. Peux-tu du coup nous expliquer un petit peu comment tu t'es réorganisé pour optimiser et Oui, passer de cet élément-là? Alors l'optimisation, elle se fait au travers de 4 sacoches finalement, avec une première sacoche top tube qui va contenir la petite alimentation qui sert à garder l'énergie Ça nécessaire. besoin le plus souvent. Voilà, qui est à portée de main. C'est vraiment un côté pratique. Sur la sacoche en dessous, on va trouver tout le matériel de réparation. Donc ça va contenir le dérichaine, la pompe, des riselants, des chambres à air, etc. Ce qui est très important. Toujours dans le domaine de la réparation, on a un bidon qui se trouve donc tout en bas et qui va contenir là encore tout ce qui est rustine et multitool. C'est toujours bidon, porte-outils. Voilà, encore des indispensables. Le minimum vital. Voilà, c'est ça. Sur le centre du vélo, on a évidemment de l'eau. Au total, j'emmène 1,5 litre pour être quand même assez confort et ne pas avoir à recharger non plus régulièrement. À l'arrière, on va retrouver une sacoche de selle qui, elle, va contenir finalement les vêtements et puis la trousse de secours qui doit être accessible quand même assez rapidement en cas de pépin. Les tongs
là encore indispensable. Et puis sur cette sacoche, j'ai aussi fixé évidemment un petit éclairage arrière, voilà, toujours sur l'aspect sécurité. À l'avant, on retrouve la sacoche de cintre qui, elle, va contenir la nuitée, donc le duvet, le sac de couchage, la serviette de toilette, voilà, et ce qui permet encore d'avoir une maniabilité du vélo au niveau du poste de pilotage. Là, sur la partie électronique, on va retrouver aussi le GPS, qui est là aussi indispensable, et l'éclairage avant, puisque à partir de cette année, je vais commencer à rouler de nuit ou très tôt le matin, donc c'est important d'être vu et de bien voir. Donc voilà sur l'essentiel, sur les 4 sacoches qui vont m'accompagner durant la traversée. Ok. Et là, en ensemble de poids, qu'est-ce que ça donne à peu près parce qu'aujourd'hui, voilà, nos auditeurs, ils se demandent un petit peu aussi ce que ça peut donner, parce que ça fait quand même beaucoup de choses à emporter. C'est ça. Alors l'idée, c'est de rester quand même assez léger. Le bikepacking, on se doit de respecter les contraintes minimalistes qui sont imposées par ce mode de transport. Donc là, on est sur à peu près 9 kg de matériel en plus du poids du vélo et de mon propre poids. Ok. Voilà. Cool. Tout est bien contenu, ficelé. Ficelé et compacté. Comme tu disais tout à l'heure, bien évolué au fur et à mesure de tes expériences. C'est ça, ce qui est important, je pense, lorsqu'on se lance en bikepacking, c'est d'avoir du matériel étanche et qui permet de mettre sous vide justement ce qu'on emmène pour gagner de la place et surtout en poids. Et ça, surtout pas hésiter à le mettre en place pendant les entraînements, voilà, pendant les sorties préparatoires. Surtout bien se préparer, tester son matériel, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si durant l'entraînement on peut crever, avoir des difficultés mécaniques, c'est encore mieux, parce qu'il vaut mieux que ça arrive en entraînement plutôt que directement sur une traversée. Et sachant que moi j'ai aussi fait le choix d'emmener avec moi un sac de trail, où là encore je mets de l'alimentation et puis un harnais fluorescent pour être sûr d'être bien vu par les automobilistes. Voilà l'essentiel que j'emmène avec moi. Bon, tout est bien ficelé, c'est carré, il y a de l'expérience. Bon, ça promet pour une belle traversée, alors c'est cool. Alors maintenant, Valentin, moi j'aimerais aborder avec toi un peu un débat, l'histoire des pédales automatiques ou pédales plates. Alors effectivement, j'appartiens à la team pédale automatique. Pour moi, c'est important de pouvoir s'économiser sur la longue distance, et à mon sens, les pédales automatiques sont indispensables. Et alors les tongs, du coup, c'est une troisième alternative? C'est la troisième alternative, c'est ça. Elles servent uniquement après la douche pour se détendre un petit peu après avoir pédalé toute la journée. Bon, ça marche. J'espère que tu nourriras un petit peu nos autres adhérents. Alors moi, j'ai une question concernant l'hébergement. Alors, ce sera plus camping ou hôtel 5 étoiles pour toi? Ce sera certainement pas un hôtel 5 étoiles. C'est vrai que lorsqu'on s'élance dans une aventure comme celle-ci la première fois, on a tendance à vouloir être en sécurité et puis on se pose vraiment la question du confort. Ça dépend un peu de la sensibilité de chacun, si on est prêt à se passer d'une douche, si on est prêt à dormir à même le sol. Là, en l'occurrence, cette année, j'ai décidé de ne plus emmener la tente. Donc le camping va finalement pas non plus être de la partie nécessairement. L'idée, c'est d'avoir quand même l'occasion de prendre une douche, et ensuite il suffit de déballer son sac de couchage et puis son matelas gonflable, de passer quelques heures à dormir, et puis on peut se remettre en selle ensuite pour enchaîner sur la journée d'après. Parce que moi j'ai étudié un peu ta trace et j'ai vu que tu passais quand même sur le secteur monégasque. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a 2-3 petits hôtels qui vont te faire un petit peu envie. À mon avis, je vais être un peu jaloux de certaines personnes à ce moment-là. Après, ce sera la fin de l'aventure, donc à ce moment-là, je pense que je ne penserai pas au lit. Je penserai simplement à la douche et au sommeil, même le sol s'il faut, mais voilà. Et donc, aussi un autre sujet qui est hyper important dans l'ultra, auquel effectivement il faut vraiment porter une attention super précise, c'est la nutrition. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as prévu dans les sacoches? Qu'est-ce que tu as prévu pour le soir? Comment ça va se passer? Alors déjà, cette année, j'ai fait une cure de maltodextrine, en suivant vos conseils, qui permet donc d'avoir une réserve de glucides conséquente avant de partir. Également, ce que j'emmène avec moi systématiquement, ça va être des barres de céréales, ça va être des gels, ça va être des boissons isotoniques. Voilà, ce genre de choses qui permet finalement d'avoir de l'énergie en continu et d'éviter ces baisses de régime qui peuvent amener parfois jusqu'au malaise. Donc c'est important surtout de bien s'hydrater, surtout avec la météo qu'on a en ce moment. Voilà, c'est important de bien s'hydrater, de ne pas hésiter à faire des stops pour se recharger en eau, et ne pas hésiter à quand même faire des pauses, manger correctement, pas trop lourd, pour que finalement les choses se passent le mieux possible et avoir toujours ce filet d'énergie qui permet d'être dedans constamment. Plus salé ou sucré alors? Les deux, mon capitaine. Les deux. Alors c'est vrai qu'on, selon les goûts, on peut avoir tendance à faire soit l'un soit l'autre, mais je pense qu'il faut conserver cet équilibre qui permet de ne pas avoir de baisse de régime justement.
Parfait. Bon, et justement, pour assurer un petit peu tout ça, est-ce que tu auras quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter sur le périple? Tu as quelqu'un qui va assurer la logistique pour toi? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai mon père qui va me récupérer à la fin de l'aventure du côté de Menton. Autrement, c'est vrai que ce genre d'expérience permet aussi de se tester en situation de solitude finalement et de voir comment est-ce qu'on réagit. Donc je vais simplement me rendre au Cap de la Hague en train depuis Chartres. Et il va s'agir ensuite de rester motivé, de savoir trouver les ressources nécessaires pour que la traversée se déroule dans les meilleures conditions. Mais le fait d'avoir mon père à la fin me permettra de garder justement cette motivation suffisante et d'être heureux de le voir à la fin. Ok, cool. Et alors, un petit objet fétiche dans les sacoches Alors, je ne crois pas avoir d'objet fétiche, mais je pense avoir un objet fétiche qui est commun à beaucoup de monde, c'est en fait la crème anti-frottement. Je crois que c'est un indispensable que tout le monde se doit d'emmener comme objet fétiche. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on néglige des fois, mais c'est vrai que c'est vite indispensable. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Voilà, est-ce que tu as d'autres délires qui te font rêver tu vas aboutir prochainement? Ouais. Sur le plan du vélo, je pense que je vais m'arrêter là après pour cette année. En revanche, je vais faire une compétition de parachutisme dans quelques semaines. Juste après ma traversée, je vais aller m'entraîner avec mon équipe dans mon club de référence qui est Saumur, le club de Saumur. Et ensuite, on se rendra à notre compétition de parachutisme, compétition de vol relatif précisément, juste à côté de Toulouse. Ok, donc t'aimes bien les défis de fou furieux. J'aime bien quand ça bouge, voilà, c'est ça qui me... Ok, bon bah cool. Alors pour résumer un petit peu, tu vas défendre une super cause en parcourant les kilomètres. Tu vas te défier toi-même. C'est ça. C'est ça, on va voir un petit peu ce qui se passe en espérant avoir l'énergie nécessaire et finalement après la motivation est là, donc j'ai pas de doute sur le fait que ça fonctionnera. Mais effectivement, c'est très important pour moi cette année de soutenir la fédération et par ce projet de les aider à atteindre leurs objectifs qu'ils essayent d'atteindre chaque année. Bravo à toi, on te fait confiance. Merci beaucoup. Alors, avis à tous ceux qui veulent t'accompagner, nous allons communiquer les points de départ, les points d'arrivée, ton calendrier. Parce que je pense que tu ne seras pas contre d'être un petit peu accompagné Absolument, sur le tour. C'est vrai que le départ aura lieu le 3 août, au départ de la Hague. Si les gens veulent m'accompagner sur quelques kilomètres, quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres, ce sera avec plaisir. Pour te protéger du vent. Pour me protéger du vent, pour me protéger de la pluie, ce sera difficile, mais du vent, effectivement, c'est déjà pas mal, effectivement. Ouais, alors effectivement, le vent, on en parle parce que chez nous, il y en a pas mal. Ouais, c'est ça. Sachant que tu fais déjà un passage sur l'Eure-et-Loir dès le samedi soir. Voilà, en fait, le départ va avoir lieu le samedi matin. L'idée, c'est de dormir à la maison le soir même, donc de faire les 338 km qui me séparent du point de départ finalement en une seule étape. Donc ça va induire de rouler de nuit, de pédaler pendant à peu près 18 heures. Donc ça va déjà être un petit défi dans le grand défi. Cool. Alors rendez-vous samedi 3 août pour ton départ à côté de la Hague pour 8 jours de traversée en direction de Menton. Voilà, et donc il ne nous reste plus qu'à te souhaiter plein de courage, merci beaucoup, plein de motivation, voilà, plein de bienfaiteurs sur la route, des hébergeurs sympas. Qui offrent de l'eau à manger, un lit, une douche. C'est tout ce qu'on demande finalement. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Le bonheur quoi. C'est ça. Voilà. Et on va se retrouver prochainement pour faire le bilan de cette expérience, de cette super aventure de folie. Vraiment. Bien sûr. Voilà, un projet de dingue, bravo. Merci beaucoup. Voilà, il en faudrait plus comme ça. Et maintenant, à vous de nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des idées, des envies, des choses à partager, n'hésitez pas. Alors, à vos commentaires, à vos pouces bleus et à la prochaine. Ciao. À bientôt.